Aqui é no coto, aqui vamos só. Uma monitor, hoje tem. Est-ce qu'on peut partager là-bas? C'est avec l'animateur à direct. Le petit, là. Monsieur. Très récemment, ici, il y a eu des états généraux par le ministre des ici, sont là-bas. Moi, j'ai été représenté par le professeur Pi, parce que le secrétaire académique, j'ai pris des sous étrangers à la même période. C'est un prix. C'est vrai que il a eu aussi à se retrouver avec des collègues enseignants qui restent ici aussi à l'UPC. Et nous avons pris la décision d'avoir une rencontre, c'est depuis l'après-midi, ce jeudi, pour qu'il fasse en quelques mots la restitution, ce qui s'est passé. Je ne dis pas ce serait passé, mais c'est passé au Mbashi. Je ne sais pas comment ils sont organisés, mais je leur accorde la parole. Merci, monsieur le recteur, de nous accorder la parole. Effectivement, nous avons été à 3 pour le compte de l'UPC. Il y a Professeur Nkwim, Professeur Mbungu et votre humble serviteur, Professeur Boudi. Professeur Mbungu est dans un jury de thèse. Je viens de le laisser à l'Unikin. C'est comme ça qu'il s'est excusé. Là, nous allons donc vous présenter, pour faire la restitution des travaux des États généraux de l'enseignement supérieur organisés à Lubumbashi du 10 au 14 septembre 2021. Ça, c'est la technique, donc vous allez patienter un tout petit peu. S'il y a des collègues de l'AIPA qui se retrouveraient ici, Ouais. ils peuvent dégager pour rejoindre le groupe. De mettre dans le... Je me souviens toujours, quand j'étais au Japon, un des professeurs nous disait, quand les machines dorment, les apprenants sont très éveillés. Et quand les machines se réveillent, les apprenants dorment. J'espère que les apprenants ne vont pas dormir pendant que les machines se réveillent.
Bien, merci beaucoup. Comme je disais que nous étions à 3, il y a professeur Queen, professeur Mbou et moi-même. J'avais fait média, mais madame m'a dit que ce n'était pas beau. Il fallait ajouter un peu de fleurs pour faire plaisir à madame Esther, comme c'est une dame. Voici le plan de notre présentation. Eh bien, l'objectif principal de ces états généraux, c'est d'apporter des réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, que ce soit dans les secteurs privés comme dans les secteurs publics, parce qu'il n'y a pas un enseignement privé et un enseignement public. Il y a des écoles privées, des écoles publiques, mais l'enseignement est national. Donc, ces résolutions concernent toutes les institutions qui fonctionnent en RDC. Et donc, pour ce qui est de la méthodologie, il y a eu une première phase où le ministre avait signé un arrêté pour organiser les états généraux. Et donc, on avait nommé un coordonnateur en la personne du professeur Chipi, parce que c'est lui qui a coordonné l'organisation des états généraux. Il y a eu des travaux qui se sont tenus ici à Kinshasa, à l'IEC, où on prépare cet établissement, mais aussi, il y a eu des travaux qui se sont tenus dans les différentes universités pour préparer les états généraux. Et donc, ces états généraux étaient pris en charge par le gouvernement congolais en ce qui concerne le transport, que ce soit les billets aller-retour, mais aussi sur place pour ce qui était du logement, de la restauration, des déplacements des participants, tout était pris en charge par la coordination. Alors, comment se sont déroulés les travaux? Je vous mets un peu dans l'ambiance de la cérémonie d'ouverture. Après l'hymne national, c'était les mots introductifs, et puis la présentation des participants de façon globale. Et puis, il y avait les mots de bienvenue par les présidents de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Beau-Katanga, qui n'est rien d'autre que les recteurs de l'université de Lubumbashi. Et puis, il y a eu les mots du coordinateur qui était une forme d'éditorial pour présenter plus ou moins comment les travaux ont commencé jusqu'à leur effectivité. Et puis, c'était les mots de différents conseils d'administration, que ce soit les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et techniques, et puis l'allocution de son Excellence, l'allocution d'abord du gouverneur, et puis l'allocution de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et puis finalement l'ouverture solennelle des travaux. Voici comment nous avons travaillé. Nous avons travaillé d'abord par plénière et par commission. Je vais d'abord vous présenter les travaux en plénière. La première plénière, c'était au total 9 plénières. La première, c'était sur l'enseignement supérieur universitaire hier, aujourd'hui et demain. Et à l'occasion, on a présenté les portraits et les travaux du monseigneur Tacite Chibangu, qui est pratiquement la genèse de toutes les réformes que notre pays a connues dans ce secteur. Et puis, il y a eu le mot du professeur Daiwen, qui n'était pas là, mais qui a envoyé son mot, qui est un grand historien, qui nous a rappelé aussi les différentes étapes de réforme de notre pays. Et puis, il y a eu un sujet sur de l'enseignement primaire, secondaire, technique vers l'enseignement supérieur. Quel est le rôle de l'État pour que ces enseignements soient bien assurés? Et puis, on a parlé aussi de l'école secondaire à l'université. C'était des échanges très intéressants parce qu'il y a eu même des élèves qui étaient invités pour qu'ils posent certaines questions aux enseignants de l'université pour qu'ils comprennent plus ou moins comment faire un choix de l'option, quelle est la différence entre l'université et les instituts supérieurs. Et c'était des échanges très, très intéressants. Alors, la deuxième première, c'était une question, quelle perception de l'enseignement supérieur et universitaire? Et là, donc, on a essayé de présenter les résultats de l'enquête nationale. Vous vous souvenez, le ministre était ici avec une équipe et ces enquêtes ont eu lieu dans toutes les institutions du pays. Et on nous a restitué les résultats de ces enquêtes. Comme vous pouvez imaginer, c'était un tout petit macabre aussi parce qu'on a vu beaucoup de choses qui ne marchent pas dans les secteurs. Mais aussi,
on nous a montré les classements mondiaux des universités. Malheureusement, dans ces classements, nos universités ne se sont pas retrouvées. Et pour ceux Manjara, ancien directeur du cabinet du ministre Thomas Louaka, nous a donné les critères pour la classification des universités et nous avons demandé que ces critères soient vulgarisés et connus de tous les chercheurs, de tous les enseignants, mais de tous les chefs d'établissement. Parce que c'est parfois ça qui fait que nous ne puissions pas être classés. Alors la troisième plénière, c'était sur le social du personnel de l'enseignement supérieur. Et bien, plusieurs orateurs ont défilé pour montrer un peu les puissances. La quatrième Maintenant, c'est bon. Ça va? Non? On peut le faire manuellement. On le fasse manuellement? Oui. Voilà. Malgré ça, ça ne rien souci. Patrick? C'est par rapport à la collaboration entre universités et le monde du travail. Il faut que les universités comprennent les attentes des entreprises. Nous formons les gens, mais qu'est-ce que les entreprises, qu'est-ce que la société qui doit consommer ce que nous formons attend de nous, mais aussi les attentes de l'université par rapport à la situation sur le terrain, pour essayer d'adapter et d'améliorer aussi nos enseignements. Et on a montré une illustration d'un institut qui fonctionne à Kimpese, que le ministre avait même visité. Il a beaucoup apprécié ce qui se fait parce que nos enseignements restent toujours traditionnels. Mais aujourd'hui, les enseignements devraient tenir compte des besoins de la communauté. Quels sont les besoins de notre communauté? Et là, à Kimpese, on a vu comment les étudiants sont capables de conserver la tomate, sont capables de fabriquer de la farine et ainsi de suite. C'est ça qu'on attend pour notre pays parce que nous devons répondre aux besoins de notre communauté. Et puis, il y a aussi l'illustration de Mme Kirongozi, appelée Mme Robot, celle qui fabrique les robots que nous voyons dans la ville. Et dans les projets, c'était que ça soit généralisé pour tous les pays. Mais bon, nous attendons la volonté politique. Bien, la sixième plénière, c'était la mise en œuvre du LMD. Et là, c'était encore très chaud parce que vous savez que nous fonctionnons à plusieurs vitesses. Il y a des institutions qui ont déjà commencé, d'autres ont commencé partiellement, il y en a d'autres qui n'ont pas encore commencé du tout.
Donc, on a essayé de discuter de cela pour voir pourquoi il faut migrer dans les LMD, quels sont les avantages de migrer dans les LMD, quel est le cadre normatif qui a été mis sur pied qui nous permet de migrer dans les LMD, quelles sont les exigences et quelles sont les modalités. Donc, tout ça, ça a été discuté. Et pour son Excellence le ministre, cette année académique, disons l'année académique prochaine, nous devons tous basculer dans le LMD. Eh bien, la 5e plénière, c'était l'université et le numérique. Et là encore, nous devons faire des efforts parce que sinon, nous risquons d'aller en retraite de façon prématurée. Lorsque tout le monde va basculer dans le numérique, si on ne s'adapte pas, eh bien, ça devient compliqué. Parce qu'avec le LMD, eh bien, nous formons un village planétaire. Il faut que tous nous fonctionnons au rythme des standards internationaux. Et donc, on a montré pourquoi, quels sont les avantages. Et nous allons voir quelques résolutions en rapport avec ça. Et puis, la 8e plénière, c'était la lutte contre les antivaleurs. Parce que les antivaleurs ont élu domicile dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Que ce soit la corruption, les points sexuellement obtenus, les tribalismes, les trafics d'influence, l'harcèlement sexuel, la politisation des milieux universitaires. Et vous allez constater que la 9e plénière concernait toujours la lutte contre les antivaleurs, pour montrer que si nous ne pouvons pas finir avec les antivaleurs, ça sera très difficile de remonter les niveaux de notre enseignement. Alors, pour les commissions, il y a eu 7 commissions. La première commission, c'était la commission de la mission de l'enseignement supérieur et universitaire. Et là, nous devions faire le diagnostic de l'enseignement supérieur et universitaire. Et vous savez, quand on dit diagnostic, pour nous les médecins, on est un peu plus à l'aise parce que le médecin, on ne fait pas trop de discours. Les malades arrivent, ils présentent quel problème, vous l'examinez, vous posez les diagnostics, vous cherchez les éléments qui peuvent soutenir votre diagnostic et vous proposez les traitements. Et c'était ça un peu la logique dans toutes les commissions. Et donc ici, on devait faire l'état des lieux du secteur pour dégager les constats observés, quelles sont leurs causes, quelles sont les conséquences, mais aussi de trouver les voies et moyens pour y remédier et faire des propositions concrètes qui vont être présentées par le professeur Nkouim. Alors, la deuxième commission, c'était sur la gouvernance et la gestion des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Il fallait relever les dispositions de la loi 4 en lien avec l'enseignement supérieur et universitaire. Il fallait évaluer le niveau d'exécution de ces dispositions, de recenser les actes qui sont déjà pris et d'essayer de dresser une liste ainsi que les modalités pour l'aboutissement. La 3e commission, c'était la commission sur le développement de l'enseignement supérieur et universitaire. Et là, il fallait lister les normes d'élaboration de la carte universitaire nationale. Je crois que le professeur Koum fera un commentaire qui a visité l'université Horizon. Je n'ai pas eu l'occasion, mais il semble que c'est le jour et la nuit par rapport à nos universités. Parce que là, vraiment, même pour entrer, chaque étudiant a sa carte. Il peut entrer quand il veut. Chaque étudiant a sa carte pour accéder à la bibliothèque. Et nous devons arriver à cela parce que c'est ce que nous recommande le développement de l'enseignement supérieur. La commission 4 avait travaillé sur les conditions de travail et de vie, pas vie, de vie, la vie, de l'enseignement du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Eh bien, il fallait décrire ces conditions de vie, pas seulement du personnel, mais même des étudiants, parce que nos aînés nous disent que quand ils étudiaient, ils avaient une bourse, ils avaient tout. Ils ont étudié presque gratuitement, mais aujourd'hui, nous savons que les conditions ont changé. Quelles sont les activités para-académiques des enseignants? Il fallait analyser un peu de la situation pour dégager les causes et chercher les voies et moyens pour y remédier. La commission 5 avait travaillé sur le financement interne et externe parce qu'il est démontré qu'il est très difficile pour une université de fonctionner sans financement, que ce soit interne ou externe. Et donc, il devait parler du niveau d'abord le niveau selon les normes, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, quelles sont les conséquences, quelles sont
sont les propositions qu'on peut faire et quelles sont les ressources financières, que ce soit internes ou externes, qui peuvent être exploitées pour faire fonctionner une université. La commission 6 avait travaillé sur le partenariat éducatif avec le partenariat, essayer de réanimer l'état de la collaboration avec les établissements de l'enseignement supérieur et puis dresser l'état des lieux de la coopération et analyser les entreprises des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Enfin, la commission 7 devait travailler sur la numérisation, la gestion des ressources du secteur. Et bien, comme je l'ai dit, nous sommes en train de basculer dans le LMD. Nous devons donc rester aux standards internationaux où tout sera numérisé. Donc, on ne va plus garder des papiers dans nos bureaux, mais tout sera gardé dans les supports qui permettent leur conservation pendant longtemps. Donc, il fallait faire un état des lieux dans ce secteur, dégager les causes et les conséquences de la non-numérisation, de relever les voies et moyens qui remédier et de faire des propositions. Et ici, avec Covid, nous avons compris que, on est bien obligé de basculer vers le numérique parce qu'on peut donner son cours tout en étant chez soi à la maison. Et donc, après tous ces travaux, nous avons produit 330 propositions. Alors, je vous assure, monseigneur le recteur, pour ceux qui ici se met à nous lire les 330, eh bien, nos époux seront obligés de nous amener à manger ici parce qu'on va dormir ici. Donc, il a la capacité de résumer. Il va nous dire qu'est-ce qui est essentiel. Mais les livrets produits sont là. Voilà. Donc, ça nous permet quand même de lire calmement dans nos bureaux pour comprendre qu'est-ce qui a été fait comme travail à Lubumbashi. Je dois vous avouer que nous avons senti une motivation de tout le monde. Chacun, dans son domaine et dans sa commission, a pu apporter du sien pour que vraiment relever les niveaux de notre enseignement. Enfin, nous recevons parfois, mais comment ils obtiennent 82%. Mais comme le miracle existe, c'est peut-être le miracle biblique. Mais nous avons vraiment des problèmes et nous devons travailler. Je ne conclue pas encore parce que le professeur Koumi va me relayer directement pour qu'il puisse nous présenter quelques propositions en rapport avec notre secteur et les propositions les plus pertinentes. Parce que 330, si nous les lisons l'une après l'autre, on va nous amener des mousses ici pour dormir dans cette salle. Professeur Koumi, sur l'autorisation de Monseigneur, je vous remets la parole. Bien, merci pour la parole, monseigneur le recteur. Je puis faire un effort de résumer quelques résolutions pertinentes pour notre université. Ce livret était distribué le dernier jour de la soirée, tout le monde l'a pas eu. Un livret par personne. Il faut faire un peu la boxe pour le retirer au protocole. Je puis avoir ça, je me disais, si je ne pas ce livret, qu'est-ce que je vais faire comme rapport à monseigneur le recteur? Je l'ai livré, on peut l'imprimer à tout le monde avec les moyens qui seront disponibles. Vous avez les résolutions de 7 commissions. Sur 330, je puis sélectionner 50 résolutions. On va aller rapidement faire la lecture. On y va. Panel numéro 1, gouvernance et gestion des institutions de l'ESU. Première résolution, la mise en œuvre du système LMD, c'est-à-dire la nécessité, l'urgence de la signature du décret relatif au cadre normatif. Donc, on doit signer le décret. C'est une loi qui a déjà été promulguée depuis 2014. Maintenant, c'est le décret qui va officialiser le système LMD. Deuxièmement, la signature urgente. Le ministre que lui commence à appliquer, parce que les résolutions concernent, les assemblées vont continuer à travailler. Vous avez, pour les établissements privés, nous sommes concernés par ça, le montant à payer, les frais académiques ne doivent pas dépasser le triple du montant payé du côté
de l'État. Nous n'allons pas fixer le fait. J'aimerais vous dire que nous avons adopté ces résolutions d'une manière cavalière. Ça, il faut que je vous le dise. Les commissions ont travaillé sérieusement, mais arrivé à la plénière, il n'y a pas eu de débat. Dès que la commission présente ses résolutions, vous adoptez comme à l'époque d'Inver. Ça. Mais les commissions ont travaillé durement, partant aussi de toutes les universités. Voilà, nous avons adopté ça. C'était une adoption, levez-vous, c'est fini. Quand la commission se lève, c'est adopté. Donc, pour les universités privées, il y aura un petit problème, mais ce n'est pas très grave. Parce que quand on dit pas plus de 3, pas le prix des triple, si là-bas c'est $400, chez nous on peut aller à 1000, c'est pas très grave. Ils ont bien réfléchi. Créé au sein du secrétariat général académique de direction en charge des étudiants vivant avec handicap. Nous avions notre apprenante au niveau des masses en sociales, Madame la ministre et là, elle a pu vraiment tenir beaucoup de résolutions. Et 6, la fixation des frais académiques, là, ça nous arrange. Pour les classes de recrutement, c'est comme nous le faisons d'habitude, on paye la totalité. Pour les classes montantes, la première tranche est payée avant le mois de février. 2 tranches. Il n'y aura pas de frais à payer chaque mois. Donc, obligatoirement, la première tranche, elle est payée avant les vacances de Noël. Et la deuxième tranche, on termine avec les frais au mois de février. 7e résolution, c'est le programme LMD. La commission ACTOC va se pencher sur le programme au niveau des facultés, la commission des ministères, mais en collaboration avec les facultés et les sections. 8. Là, c'est fini, dénoncer le secteur de l'issue. Là, c'est pour le Parlement. On a exigé que le budget de l'éducation soit à l'ordre de 20 à 25%, comme à l'époque, mais 10 à 12% pour l'issue, et les autres peuvent se partager les restes. Ça, c'est vraiment les lobbies. Il y avait aussi des députés qui étaient là, qui sont professeurs, qui ont dit qu'ils vont forcer au niveau du Parlement, sensibiliser tout le monde, pour qu'on puisse augmenter ce budget à 20 à 25%. Améliorer les conditions, les professeurs ordinaires, le salaire est lié, les barèmes, c'est comme l'équivalent du ministre pour les professeurs ordinaires, et ça va suivre avec les restes. Donc, le professeur ordinaire touche le salaire du ministre. Et ça, c'est sûr. Touchera. Merci, monsieur le recteur. Le professeur ordinaire touchera le salaire équivalent au salaire du ministre. Octroyer les bourses de recherche aux personnes académiques et scientifiques. On a décrié que les grands problèmes de nos apprenants et des professeurs aussi, il n'y a pas de bourse de recherche. Et vous verrez, dans l'une des résolutions, on a pu changer notre devise. Ça ne sera plus enseignement, recherche, service à la communauté. Ça devient désormais recherche, enseignement, service à la communauté. Et on y va. Là, on a déjà dit, fermer les établissements, supprimer les quantités prélevées des frais académiques. Et ils étaient surpris, tous ceux du ministère, nos amis du secrétaire général et ailleurs. Donc, on a recommandé la suppression de toutes les quantités à partir des frais académiques. On revient sur la décision de l'ancien ministre Lunkamba. Et révoquer, il faut créer un comité d'éthique. On a parlé de valeurs. Ce comité va jouer ce rôle de voir dans toutes les universités, n'est-ce pas, la pratique morale. Et ceux qui vont mal se comporter peuvent être révoqués avec les rapports du comité éthique. Révoquer toute personne dont les actions ont été établies. Les différents prix pour stimuler la recherche. Donc, quand quelqu'un produit, il y a un professeur, un chercheur, un membre du personnel scientifique, il faudra récompenser. C'est une manière d'encourager les gens à produire. Généralement, maintenant, dans les universités, on ne publie que quand on veut avoir une promotion. PO, PA, et ainsi de suite. Mais là, on va encourager les gens. Là, c'est possible. Tenir compte des indicateurs significatifs des rankings, il faudra qu'on se comprenne mieux. Ce fameux classement n'est pas encore connu qui l'a vraiment fait. C'est bien que vous compreniez ça. Nous étions aux États généraux. Celui qui nous a parlé de classement sur le plan international, l'université de RDC a été retenue en 2021. Mais nous avons vu un classement. Donc, mais il faudra qu'on sache, comme l'a dit le professeur Bodi, quels sont les critères. Il faudra que nous soyons aussi impliqués dans ces classements. On y va, abroger la disposition autorisant l'ouverture et le fonctionnement des établissements. Avant, c'était 3 ans, donc il faut fonctionner, l'État vient observer,
la viabilité vous donne les arrêtés. Mais non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Avant d'ouvrir, il faut que l'État voie tout ce qui se passe au niveau de l'établissement. Mettre en place des dispositifs d'enseignement à distance, ça on a insisté sur ça, pour avoir l'IPC qui est déjà aussi en avance pour des enseignements à distance. Diligenter un audit organisationnel et une enquête de viabilité des établissements publics et privés et fermer ceux qui seront jugés non viables. On a déjà aussi, il y a trop de redondances, mais même vont faire l'harmonisation. Cartographie de l'issue, panel 3, abroger la disposition autorisant l'ouverture et le fonctionnement des établissements pendant 3 ans, mettre en place des dispositifs d'enseignement à distance, diligenter un audit, on y va, on marche. 4, à la c'est fini. Panel 4, mise en œuvre de la réforme LMD, c'est la plus grande décision qui a été prise. Donc, il n'y aura pas de G1 de cette année académique, le 14 décembre, nous ouvrons les premières licences. Donc, ça va aller progressivement. G1 tombe cette année, l'année qui viendra, G2 va tomber, ainsi de suite. Et ça sera la fin de l'ancien système. Éviter les ministères de l'enseignement primaire et secondaire, nous avons proposé ici. Ça a été vraiment un salut pour nous. Engager également des réformes. Ça doit aller de la base jusqu'au sommet. Et 3, rappeler au comité de gestion le système actuel. Vous terminez votre doctorat après 6 mois, cette année-là, vous êtes professeur associé, mais il y aura d'autres critères. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir terminé son doctorat, il y aura d'autres critères pour que vous soyez accepté comme professeur associé. Les étudiants vont évaluer les enseignements et les enseignants. C'est-à-dire que ça sera maintenant obligatoire. Panel 5, signer des pardons. Là, au panel 5, on va faire des universités des petites et moyennes entreprises. Les universités s'engagent à prendre contact avec certaines entreprises, produire aussi, l'université doit produire l'autofinancement de chaque université. Donc, faire des établissements de l'issue, des petites et moyennes entreprises, ouvrir des à des investisseurs nationaux et étrangers. Panel l'université devient aussi une institution de production. Et le cours d'entrepreneuriat, du penseur au professeur Baquet, devient obligatoire. C'est la 6e décision, résolution. Les mémoires doivent être aussi trop professionnels. Hein. Il faudra que ça joue un rôle, qu'il y ait adéquation entre ce que l'étudiant est en train d'écrire par rapport à son TFC de moi et à la société. Pas les TFC trop imaginaires, les mémoires trop imaginaires. Il faudra trouver le travail après cela. Et professionnaliser les enseignements et développer des curricula appropriés à rendre les étudiants plus employables dans le monde des entreprises. LMD est plus professionnel. 9e commission, on a parlé de la numérisation. Au niveau du ministère, ils ont déjà un plan sectoriel. Et le ministre va mettre ça à la disposition de tous les établissements, partant de ce plan sectoriel au niveau du ministère, pour que nous soyons au niveau de la numérisation. Renforcer aussi les capacités du personnel académique scientifique. Il faut que les gens puissent aussi s'adapter. Il y aura des formations continues, comment utiliser l'ordinateur, le net, ainsi de suite, l'Internet, être en contact avec la numérisation. Bien, faciliter l'acquisition de... Reviens un peu là. C'est important. Et enfin, le 7e panel, obliger les assistants à s'inscrire à la formation au 3e cycle de leur première année de prestation, et notamment dans le cadre de l'école doctorale. Les apprenants ayant déjà commencé les études, les doctorats vont devoir les poursuivre. Il y a l'ancien système, il y a le nouveau système qui va venir. Donc, les assistants sont obligés, ça nous connaissons déjà, on a renforcé cette mesure, réduire la durée de la formation au 3e cycle, notamment en optant pour le système BMD. Donc, il y a un débat aussi entre LMD, bachelor. Ce qui est important là, c'est pour les assistants, ils doivent impérativement commencer à s'inscrire au niveau du 3e cycle et réduire l'horaire. Là, c'est pour inscrire les porteurs d'un diplôme de licence de l'ancien système
voudront poursuivre la formation au 3e cycle avant l'organisation de la formation de master ou bien BMD, master BMD, et la note est de 70%. Alléger la charge horaire des assistants chefs de travaux qui poursuivent leur formation au 3e cycle. Et 5e, sanctionner la soutenance de la thèse par sa recevabilité, supprimer la mention. Quand on a 14 sur 20, déjà, la thèse est recevable. Mais on ne va pas donner la mention, mais les membres du jury vont coter. Dans le dossier de l'apprenant, on verra la cote, parce que dans beaucoup d'universités maintenant, la mention n'a jamais été une question. On ne prononce jamais distinction, grande distinction, mais on sait au niveau de la cote. Donc, on va supprimer la mention. Si ce n'est pas valider la formation au 3e cycle pour ceux qui suivent en ligne, à moins que l'université soit en contact, que l'apprenant de notre université suit des enseignements en ligne. Et là, on est d'accord, mais si quelqu'un vient avec son diplôme, je suis docteur, j'ai suivi tout mon doctorat en ligne, là, on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on n'est pas sûr de ce que c'est interdit d'attribuer aux membres du corps scientifique des cours théoriques, hein, sauf peut-être si un professeur, au niveau de la préparatoire, un personnel scientifique, c'est l'assistant de ce groupe. Donner les cours théoriques au niveau de la préparatoire, on n'est pas d'accord. 50%. Donc, un professeur, le promoteur de la thèse, ce qu'il touche, après la soutenance de thèse, c'est le 50% de son salaire. Si vous touchez $2 000, après la thèse, on vous donne combien? $1 000. C'est pas facile, mais c'est ce qui. Et le copromoteur à 40% et les autres membres 30%. On y va? Permettre à un professeur associé d'être copromoteur d'une thèse dans sa spécialité. C'est une ancienne disposition. Dans les cas où il n'y a vraiment pas d'autres spécialistes, un professeur associé, dans les cas où il n'y a pas de spécialiste dans le domaine, un professeur associé peut être là. 11, exiger des enseignants la publication depuis. Donc, pendant toute la carrière, un enseignant doit publier au moins 6 articles. Pendant toute la carrière de 40 ans, 6 articles. Et aussi pour de passer de PO ou bien PA à PE. PE, c'est le professeur émérite. Il ne faut pas une thèse, il faut avoir dirigé au moins 3 thèses. Voilà un peu le résumé de ces résolutions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur les 2 professeurs délégués du lycée, le professeur Moumou va être comme de thèse. C'est ce qu'on a. Maintenant, nous venons d'écouter la restitution en grande ligne de ce qui s'est passé à Lubumbashi. L'ensemble des résolutions se trouve dans ce petit livret ici. Je crois que tout le monde n'aura pas. Alors, ce que nous allons faire, c'est demander à l'UPC, à nous, de disposer des moyens pour la multiplication des salles, afin que tout ce qui se fait ici ait au moins une copie. Je pense que c'est ça, non? Oui, oui. Nous allons nous occuper de ce que le secrétaire général administratif et académique est ici. C'est celui qui fait l'intérim de l'académique, selon les règlements. Donc, nous allons tout faire pour que les professeurs impriment nous approchent pour chercher à multiplier ce petit livret que tous les enseignants qui tous les bureaux des salons doivent à disposition. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser aux collègues qui étaient là? Moi, je commence par faire une remarque. Moi, j'ai été très fâché
quand j'avais vu, quand le secrétaire académique de l'EPOSEM et vous me dit voilà, ça c'est le classement qu'on vient de faire sur les universités ici. Ici au Congo, je ne sais pas si vous avez la liste ici. Moi, je ne l'ai pas ici. Je n'ai pas compris comment l'UPC doit se retrouver à la 13e place. 13e. Je l'ai dit, ça c'est de la vaste blague. UPC, 13e place. Non, moi je dis non. Quel que soit ce qu'on a comme problème ici, mais dans ce pays, la RDC, l'UPC doit se retrouver quelque part, mais pas à la 3e, à la 13e place. Ça, c'est injuste. Donc, le professeur Nkuime est là, il a entendu ce que moi je lui ai dit, et heureusement qu'il donne les explications aujourd'hui. Ces classements, il faudra que il faudra qu'on donne des jugements corrects, mais pas des jugements qui ne reflètent pas la vérité. Donc, je me suis inscrit en faux sur ce classement. D'autre part, récemment, le ministre vient de prendre un arrêté pour ce qui concerne les facultés de médecine dans notre pays. C'est vrai, nous avons les professeurs qui est là, c'est un professeur de médecine. Mais voilà, moi j'ai vu comment il s'est défendu comme un lion lors de la défense de sa thèse d'agrégation. Donc, pour former un médecin, certaines facultés qui sont dans notre pays ici ne doivent pas exister comme facultés. Il faut se le dire. Donc, heureusement que le ministre lui-même était assis ici, sur ce siège ici. Moi, j'étais ici. À la fin, nous avons eu quelques pour parler ici. Il m'avait rassuré que votre faculté va être retenue parce que nous avons envoyé une équipe ici. On a trouvé que c'est une bonne faculté de médecine. Il y en a d'autres qui ne valent rien. Et si aujourd'hui, elles sont fermées, c'est juste, c'est bien qu'elles soient fermées. Mais la question, qu'est-ce que nous allons faire? Ici à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, il n'y aura que 2 facultés de médecine, celle de la grande université, l'université mère, de l'UNIKI et la nôtre. Ici, pour s'inscrire, mais vous savez comment on inscrit en médecine ici. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants? C'est la grande question. Qu'est-ce que nous allons faire? Notre capacité d'accueil ne nous permet pas d'avoir 500 000 étudiants en année préparatoire. Parce que chez nous, obligatoirement, il faut l'année préparatoire. Je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Oui. Merci, Monseigneur le recteur. Nous sommes en train aussi de nous questionner sur certains points. Il est vrai, il fallait oser s'arrêter, réfléchir sur l'avancement, la situation de notre enseignement au niveau national du pays. Et on a osé s'arrêter, examiner le passé, le présent, aussi envisager la situation de l'enseignement supérieur universitaire pour le lendemain.
Les propositions sont bien, mais je suis en train de me poser des questions. Nous allons basculer vers LMD et le ministre s'en tient. C'est dans quelques mois, c'est depuis 2014, etc. Mais il y a beaucoup d'autres propositions qui sont là, qui sont bonnes. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de l'année académique. Cette année académique, il n'y aura pas de pause pour la réorganisation, envisager des propositions d'avenir, l'aménagement. Nous n'aurons peut-être que 2 semaines de repos. Et au mois de décembre, nous commençons. Alors, à nos collègues qui ont participé à ces assises-là, croyez-vous que tous ces aménagements envisagés seront possibles pour décembre? Et quand nous allons démarrer, croyez-vous aussi qu'on aura à bien commencer, à bien aboutir avec les conditionnalités de la conjoncture actuelle, matérielle et tout qu'on sort? Il n'y aura que 2 semaines de repos pour recommencer, redémarrer et envisager un nouveau budget, envisager aussi des propositions de programmes. Parce qu'aujourd'hui, nous serons préoccupés par et le temps qui nous reste pour démarrer sera minime. Voilà ma petite préoccupation. Voyez-vous, ça sera possible réellement de démarrer dans l'efficacité de toutes les propositions envisagées pour l'année académique nouvelle. Une autre question, oui. Aussi là-dessus. Une petite préoccupation. Il y en a 2 en tout. La première, c'est tout simplement pour savoir quelle sera la possibilité pour une université privée de rémunérer le directeur de thèse de la moitié de son salaire. C'est ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura un financement spécial ou bien l'université privée va s'organiser pour se procurer cet argent-là, ou bien demander aux candidats de compléter cette argent, ce qui n'est pas évident, parce qu'on sait bien que c'est difficile pour tout le monde de réunir une telle somme. La deuxième petite préoccupation, c'est en rapport avec les méritants. Le professeur émérite nous avait dit que lui, il va bénéficier du salaire d'un ministre. Professeur ordinaire, salaire d'un ministre. Alors, la question à tout le monde ici. Je vous pose la question. Répondez-moi. C'est celui qui a la réponse. Qui connaît le salaire du ministre? Qui connaît le salaire d'un ministre? Le ministre congolais toucherait combien en dollars? Je sais que ne répondrai pas. Là, en tout cas, vous êtes en train de rêver. Ça, c'est rêver. C'est vrai, c'est vrai. Nous qui avons été étudiés à l'étranger, ou ceux dont tu dis à l'étranger, savent qu'un professeur aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, ce qu'il gagne comme salaire, on dit toujours qu'il n'a pas à envier un ministre. Cela est vrai. Mais pour nous ici, est-ce qu'on en arrivera à quelque chose? D'abord,
D'accord. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent pas. Qui connaît le salaire d'un professeur congolais aujourd'hui? Salaire de base. Voilà. C'est 86 000 francs congolais. Tout ce qu'on reçoit là, ce sont des primes. Et même ces primes-là qu'on reçoit, lorsqu'on les recevait il y a 3 ans, c'était équivalent de 3 000 $. Mais aujourd'hui, c'est qu'on reçoit aujourd'hui, c'est l'équivalent de combien? 1200. L'impression que j'ai, c'est que j'ai l'impression que les choses ont été discutées rapidement. Vous avez évacué les résolutions. Il n'y a pas eu de discussion à fond pour qu'on soit rassuré qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Parce que tout ce que vous avez mis sur le papier ici, dans ce document ici, dans 2, 3, 4 mois, ça va être oublié. Je m'excuse beaucoup de prendre la parole, mais je sais ce que j'ai dit. Je vais parler. Comment je fais? Monsieur le recteur, l'expérience m'oblige à dire qu'il y a eu plus de vieux que des choses intérieures. Parce que même pour les gens en place là, il y a tout un tas de conditions qu'il faut remplir. Que le gouvernement ne remplit pas. Au mois de mai, il faut dire que vous allez donner une prime pour la recherche, pour soi-disant donc et les mois passent, je ne sais pas où est-ce qu'on a déjà donné cette prime de choses de recherche. Il y a une loi, donc s'agissant de salaire de professeurs émérites. Non, oui, le mérite, il y a une loi. Une loi. Je siège presque chaque mois à la commission que préside le professeur émérite à la Guinée. Il y a une loi votée, promulguée, qui dispose que le salaire d'un professeur émérite est équivalent à celui d'un professeur ordinaire augmenté de 50%. C'est une loi votée, mais qui n'est pas appliquée. On a commencé des réunions et je crois que pendant, c'était au mois de, il y a environ 6 mois, on a payé à une partie de donc, le complément là qu'on attendait pour 2 mois et puis c'est fini. Les démarches sont maintenant en fait donc entreprises à côté, donc auprès du ministre des Finances, qui est lui-même ministre d'un professeur émérite, Kazal, qui a signé chez nous. On le voit, mais jusqu'à présent, les choses n'avancent pas. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit qu'on ne doit pas trop se mouvoir à l'UPC. Pour ce qui se passe ici, donc il y a des gens qui s'agitent. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Donc, on ne doit pas seulement donc, se baser sur un point, terroriser les gens quand eux ne font pas ce qu'ils doivent faire. On avait dit qu'on mettrait le Wi-Fi dans les universités. On en est où? Donc, je crois qu'il y a plus d'enthousiasme à dire, mais c'est que moi, je suis professeur émérite, personne ne va plus me révoquer. Carrière. Donc, je crois que donc parler assez vraiment, n'est-ce pas? Donc, on ne peut plus me révoquer, je sais que je suis. Mais il y a beaucoup de choses qu'on dit, et à l'UPC, parfois, on s'agit. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Moi, je vous donne le cas concret d'un salaire d'un professeur émérite. Il y a une loi, pas une arrêté, une loi votée, promulguée, mais qui n'est pas ça. Et là, je ne sais pas ce qui était à Gombashi, collègue Ngouime, est-ce qu'on a parlé? Est-ce qu'on a soulevé cette question? Pendant qu'on parlait donc de l'extrait des ministres, est-ce qu'on a soulevé la question de savoir pourquoi cette loi de salaire des émérites n'est pas appliquée? Merci beaucoup, monsieur. Merci.
Une autre personne. Ah, Il y a le secrétaire académique. Il y a le secrétaire général. Non. Il y a Nicolas là-bas. Il y a les sélections. Avec tout mes respects, il y a le secrétaire général académique qui est en ligne, qui va intervenir. ah, ok. On est sur le Zoom, on l'a connecté. Oui. On l'a fait connecter. Ok, je peux? Oui. Ah, bonjour, monseigneur le recteur. Bonjour, chers collègues. Tu es où maintenant? Je suis à Lexington, Kentucky. Ah, ok. Alors, merci, monseigneur, pour la parole. J'aimerais dire ceci. D'abord, je mets une petite parenthèse à mon repos de reconstitution. C'est tellement capital ce qui se vit dans notre pays, dans le domaine de l'enseignement. Mais je voulais commencer par féliciter quand même l'initiative. Vous savez, beaucoup de gens critiquent une réunion de plus, mais dans la plupart des pays, la technologie, l'enseignement, la recherche vont tellement vite que le rythme de réforme s'accélère aussi. Donc, il fallait bien qu'on se retrouve. Ça, c'est sûr. Et je félicite aussi les collègues qui nous ont représentés. Nous nous sommes battus pour que la politique du vide ne fait pas le bonheur des absents. Félicitations au professeur Nkwimi, Bodi et Mbungu. Nous avons des échos de la qualité des interventions qui ont été les leurs, de leur participation. L'UPC a été bien présent pendant qu'il y a bien d'universités qui nous ont enviés en quelque sorte. Bon, maintenant, ceci dit, 330 résolutions qui sont des actions à mener pour que notre enseignement supérieur et universitaire avance, devait supposer donc un chronogramme d'application et surtout un budget. Malheureusement, on n'y est pas encore arrivé ou on ne l'a pas fait. En tout cas, j'avais, moi, fait la remarque aux plus hautes autorités. Malheureusement, le budget, c'est ça qui fait défaut. Qu'à cela ne tienne, il faut commencer quelque part. Et le LMD, si nous voulons être compétitifs, nous voulons être classés mondialement, nous voulons qu'il ait en mobilité des enseignants, des chercheurs, des étudiants même, on ne peut pas s'en passer. Nous sommes bien obligés d'aller là-dedans. Bon, là aussi, il faut éviter le perfectionnisme dès le départ. Personne n'a été à 100% LMD, même pas les Européens, qui en réalité ont copié les systèmes américains, comme on le dit. J'ai visité plusieurs pays africains qui se targuent d'être dans le LMD, mais c'est à plusieurs vitesses. L'essentiel, c'est de commencer. Et nous devons être prêts dès la rentrée de décembre, même si, monsieur le doyen de théologie, nous n'aurons que 2 semaines de vacances. C'est pour ça que nous avons mis en place à l'UPC des commissions, des groupes de travail par faculté, pour que nous puissions nous positionner et commencer. C'est aussi ça qui fera la réputation de notre université. Alors, la question que je voudrais poser aux collègues qui ont assisté, je sais que bon, la loi prévoit un secrétaire général à la recherche. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre devise va désormais être recherche, enseignement, etc. Dans les universités publiques comme à l'UNIKIN, on vient même de nommer un secrétaire général à la recherche. Notre jeune collègue qui a été le coordonnateur des États généraux, Antoine Chimpi, qui est médecin, qui est de la faculté de médecine, c'est le nouveau secrétaire général. Est-ce que c'est une obligation même pour nous les privés? Bien sûr que nous passons par les conseils d'administration. Et c'est pour quand? Qu'est-ce que dit que disent les États généraux? Bon, maintenant, il y a la question de mutualisation des enseignants et des moyens. Moi, j'ai posé la question au ministre pour les facultés de médecine fermées. Monseigneur le recteur en a parlé pour Kinshasa. Pour lui, les facultés de médecine fermées
ne recrute pas, mais il continue à faire fonctionner les classes montantes, où les classes montantes vont venir là où on est reconnu, c'est-à-dire à l'UPC pour l'UNIKIN et pour Kinshasa et à l'UNIKIN. Mais c'est clair qu'on n'a pas la capacité d'accueil pour faire tout cela. Donc là, c'est des questions qui demeurent et pour lesquelles des solutions devront être trouvées. Mais la mutualisation des enseignants, dans le pays, nous avons 3020 ou 3200 professeurs à thèse, très en deçà de ce qui est attendu. Et c'est ici où moi, je m'attendais à ce qu'il y ait de résolutions permettant à l'État congolais d'officialiser cette migration, si vous me prêtez, de coordonner le voyage ou les interventions des professeurs dans les différentes universités qui fonctionnent encore. Ça, c'est très important. Et bien sûr que nous, les privés, la question de subventions, de subsidiation, nous faisons le travail de l'État. Nous formons des ressources humaines du pays. Est-ce que cette question a été posée? Nous nous rappelons, nous les anciens, que les écoles protestantes ont été subsidiées autrefois, avec paiement même du personnel. Est-ce que cette question a été posée là-bas aux États généraux? Pour ce qui est, je m'arrête là, la dernière intervention, pour ce qui est de thésards, de docteurs, de jeunes docteurs qui sont nommés immédiatement professeurs. C'est clair que ce système-là, puisque nous sommes membres de CAMES, existe ailleurs. Quand vous êtes docteur en thèse, vous êtes d'abord nommé maître de conférences. C'est après avoir fait son chemin, en fonction des postes disponibles dans la chaire, qu'on est nommé professeur. Mais évidemment, on ne va pas copier servilement parce que le pays a besoin de professeurs. Donc là aussi, nous devons nous adapter dans notre pays. Donc voilà un peu à ce stade ce que je voulais dire par rapport à cette importante réunion aux États généraux. Et félicitations une fois de plus à nos délégués. Et merci, Monseigneur le recteur. Merci beaucoup, cher ami. Et porte-toi bien. La salutation à ta fille et à ma belle-sœur. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Bon. Ah, Koutani. Oui. Merci beaucoup pour la parole. J'avais une préoccupation. Il semblerait que avec le système LMD, l'étudiant peut en fait valider son cours dans n'importe quelle institution. Par exemple, un étudiant de l'UPC peut dire que voilà, j'ai suivi le cours de microéconomie, j'ai déjà réussi, j'ai suivi ça auprès de tel professeur à l'UPN, j'ai obtenu telle mention ou telle cote. Si cela est vrai, je ne sais pas si c'est comme ça. Si cela est vrai, je me pose deux petites questions. Je pose la question aux profs qui ont été là-bas, si c'est comme ça. Alors, l'étudiant qui peut faire valider comme ça, c'est n'importe où, comment on gère les aspects frais académiques. Je crois que cette fois-ci, c'est par rapport au crédit et tout ça. Comment se gèrent les frais académiques des étudiants? Et ensuite, comment l'université où l'étudiant est officiellement inscrit suit quand même les résultats de l'étudiant, parce qu'à un certain moment, il faut que l'université
se disent responsables de l'étudiant et disent que dans tel cours, l'étudiant s'est bien comporté, etc. Voilà un peu la difficulté. Et est-ce qu'il n'y aura pas fraude dans ce genre de comportement où l'étudiant vient et dit dans tel cours? Par exemple, si le cours de microéconomie est donné par un prof assez coriace, excusez-moi le terme, à l'UPC, l'étudiant pense que non, il faut aller faire valider ce cours-là, peut-être à Bel Campus, où il trouve qu'il peut facilement libérer ce cours-là. Ce sont un peu des petites difficultés comme ça que je pose. Je ne sais pas comment on a pensé à résoudre ce genre de problème. Merci beaucoup. Merci. Un autre? Ok, s'il n'y a pas de questions, on peut la parole au collègue pour Moi, je suis dans la salle. Monseigneur le recteur, merci beaucoup pour la parole. Je me rendre attentif à tous les collègues que Monseigneur le recteur nous a demandé de faire la restitution. Et la restitution n'est rien d'autre que prendre ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce qui a été décidé, et les donner aux autres. Et aux États généraux, il y a des recommandations qui concernent le président de la République, le Sénat, le Parlement et le Premier ministre. Donc, nous ne saurons pas répondre à toutes ces questions. Mais néanmoins, la question de LMD, posée aussi par le professeur Naï pour le professeur émérite, là, nous répondrons parce que j'étais dans la même commission avec le professeur émérite et le professeur Mikaï, par exemple. Donc, ce qui a été, Monseigneur le recteur a raison, le salaire du ministre, comment on le donnera à un professeur s'il n'y a pas d'argent. Mais nous sommes dans un pays où il y a le vol de 2 millions de dollars, 4 millions, 7 millions. C'est quand même un vœu par les professeurs qui étaient là, qui ont compris que l'éducation est la base de tout développement. Et les professeurs en RDC sont le plus négligés. Il faudra quand même mettre la barre très haute, quitte au gouvernement, à ceux qui dirigent le pays, peuvent réduire les choses. Pour les LMD, il n'y a pas de rêve à faire. Le ministre va signer l'arrêté ou une note circulaire, ça commence au mois de décembre. Et qu'est-ce que moi j'ai pu faire? J'ai déjà fait le rapport au conseil directeur. J'ai pu contacter le monsieur qui a fait le rapport sur LMD. C'est le Martin Makouma Nzaka. Je vais envoyer ça à toutes les facultés, la présentation sur le curricula, comment on peut faire l'horaire pour le LMD. Et nous n'avons que la première licence. On va se battre pour la première licence, le cours pour les premières licences. Au niveau du ministère, il y a un comité qui est en train de faire le programme pour toutes les universités. Ce n'est pas que chaque université va faire son programme, mais en concertation avec les universités. Et nous, ici, à les commissions, je vais envoyer l'email, plutôt le document dans mon email, comment lui a pu présenter aux États généraux, ses spécialistes, le programme de LMD, comment on peut faire le programme de LMD. Nous commençons au mois de décembre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de nous préparer en conséquence. Et le ministre l'a dit, il ne va plus, après les États généraux, il a dit, il va appliquer les LMD. Donc nous devons nous appliquer à ça, voir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau d'abord de notre université et au niveau du ministère. Pour le professeur Monaï, le professeur Mikaï a posé le problème de mérite. Vous avez raison, la loi est là. On a mis l'accent sur ça. Moi, je ne savais même pas que le professeur émérite a un salaire qui est même très important. Si on appliquait ce salaire-là, on est revenu sur ça. Ce qu'on a dit pour les professeurs ordinaires, mutatis mutandis, 200, pour les professeurs associés, full, assistants, chefs de travaux et les professeurs émérites. Donc, on a mis la barre très haute pour que ça suive. Donc, les barèmes puissent suivre si ça peut être appliqué. Pour le professeur Mampouza, la migration des professeurs, il y a même une résolution que les professeurs qui ont donné cours, c'est aussi peut-être un vœu plus, mais il faut le dire, les professeurs qui aimeront donner cours à l'intérieur du pays auront un salaire différent de ceux qui seront dans les grandes villes. Et aussi, les LMD lui-même
favorise la migration étudiants et professeurs. C'est ça le rôle de l'LMD. Il y a migration des professeurs et étudiants. Et pour les professeurs Koutangila, la réponse aura lieu quand nous allons inviter l'expert. Monseigneur le recteur le sait, il m'a autorisé d'inviter l'expert. Je suis en contact avec lui pour voir quel jour il viendra ici, pour que le responsable de faculté qui organise le programme vienne l'écouter. Lui va nous expliquer qu'est-ce qu'on fait. Là, il nous a dit aux États généraux qu'il ne faut pas avoir la confusion de dire qu'un crédit est autant d'heures. Ce n'est pas comme ça que ça se calcule. Et en plus, il ne faut pas aussi faire copier-coller, hein, comme l'Europe, et ainsi de suite. Il a bien expliqué aux États généraux. Il viendra spécialement pour l'IPC. On posera toutes ces questions. Il sera à fond avec nous. Comment on va faire les horaires pour les premières licences, pour chaque faculté. Un étudiant qui vient d'ailleurs, le nombre d'heures par théorie, par pratique, nous aurons ce temps. Et en ce moment-là, on pourra poser toutes les questions sur les LMD. Je vous remercie. Prof. Je pense sincèrement que l'essentiel a été dit par mon aîné. Je vais juste revenir sur la question du salaire du ministre. C'est vrai que j'étais dans la commission, on a parlé du diagnostic. Tout le monde s'est posé cette question. Qu'est-ce que les ministres gagnent? Personne ne savait. Mais au moins, c'est une référence. Le moment venu, on saura ce que les ministres gagnent. Parce que vous vous souvenez qu'au début du mandat actuel, on nous a promis que le salaire de tout le monde sera connu. Donc, du président jusqu'au balayeur, nous attendons que ça soit connu un jour. Mais à ce jour, on ne connaît pas ce que gagnent les ministres. Donc, on s'est dit que ça soit quand même une référence. Parce qu'on voulait mettre un montant, mais on s'est dit non. Le gouvernement risque de dire les montants que vous mettez là, même les ministres ne les gagnent pas. Comment les professeurs, vous les cherchez? Alors, on s'est dit, pour être prudent, mettons seulement cette référence-là. Le moment venu, on saura qu'est-ce que les ministres gagnent. Donc, c'était un petit piège un peu, mais on l'a déjoué un peu de cette façon-là. Alors, pour ce qui est du budget, c'est vrai, c'était un gros problème, mais il y a un comité de suivi des décisions, des résolutions. Et nous pensons que ce comité-là va nous permettre de savoir quel est le budget pour que toutes ces résolutions soient réalisées. Mais nous devons nous dire aussi que ça doit se réaliser dans le temps. Ce n'est pas cette année académique que tout va être réalisé, c'est progressivement. Alors, donc il y aura un chronogramme d'activité. Alors, pour les étudiants qui sont dans les universités, je crois que mon aîné a répondu. Il y a les deux possibilités. La première, c'est comme on ne recrute pas, donc il n'y aura pas, les promotions vont commencer à s'éliminer progressivement jusqu'à la fermeture complète. C'est peut-être ça qui est idéal, parce que je dois avouer que prendre tous ces étudiants et les caser à l'UPC, à l'UNIKIN, on ne va pas s'en sortir. Donc je crois qu'on va utiliser les deux. Ceux qui seront casés peuvent être casés, mais les autres, ils vont continuer progressivement jusqu'à éliminer les différentes promotions et finalement fermer les facultés de médecine. Ça, comme médecin, je crois que c'est salutaire. Vous savez, j'étais membre d'un jury dans une université de la place, je ne préfère pas citer les noms. Voilà. Eh bien, j'étais membre du jury, mais quand on m'a présenté les résultats de la fin, j'ai contesté. On me dit 17 distinctions. J'ai dit au promoteur, monsieur le promoteur, je suis désolé, 17 distinctions pour la qualité de ces étudiants, c'est trop. Mais si nous continuons à former les médecins comme ça, sachez qu'ils vont nous tuer, en commençant par vous et par nous. On m'a dit que c'était trop dur, mais je ne pouvais dire que ça, parce que nous ne pouvons pas fabriquer les gens qui vont nous tuer. Tous nous sommes des malades potentiels. Donc chacun peut tomber malade à un certain moment. Mais si vous tombez sur le mauvais médecin, il vous achève. Quelle perte pour la famille et pour la société. Donc comme médecin et membre je suis conseiller à l'ordre de médecins, on ne peut que soutenir ça. Parce que nous avons exagéré. Nous avons créé des universités où les enseignants donnent tous les cours comme à l'école primaire. Ils donnent tel cours, tel cours, tel cours. Moi, je suis pédiatre. Mais j'avais les donner la gynéco, j'avais les donner la physiologie. Finalement, je deviens vice, Dieu qui connaît tout. Donc, vraiment, pour la médecine, on est formel et on ne va pas négocier parce que c'est pour l'intérêt de notre communauté. Alors, pour terminer, la validité du crédit, je crois que pour les LMB, chers amis, tous nous allons apprendre. Du moins pour nous qui ne sommes pas encore rodés. Ce qui fait qu'il y a certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre. On n'a pas encore commencé. Il faut qu'on commence. Et c'est au fur et à mesure qu'on sera confronté aux difficultés et en apprenant des autres que nous allons nous améliorer. Mais le ministre est formel et puis
On ne peut pas créer un monde à part. Le Congo ne peut pas être un monde à part, un pays isolé du monde entier. Ce qui fait que nous ne le voulions pas, nous sommes quelque peu obligés de nous accommoder pour que nous puissions respecter les standards internationaux. Voilà un peu quelques petites réponses qu'on peut encourager. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une préoccupation? Oui. Oui. Professeur. Les doyens. Merci, monseigneur le recteur. Je pose une question. Est-ce qu'on a mis en exergue le fait que si nous basculons dans le LMD, les autorisations d'ouvrir les écoles doctorales devraient aussi aller de soi avec les universités viables? Parce que, en réalité, quand on dit LMD, c'est licence, master, doctorat. Et ceux qui sont en master 2, en fait, on les appelle déjà des doctorants. Ça veut dire le doctorat devient une progression normale de la formation académique. D'autant que nous, ici, pour nous, UPC, avec la faculté de droit, avec la faculté de médecine, il faudra qu'à un moment donné, on arrive avec le ministère à avoir la clarté sur l'organisation de l'école doctorale. Donc, est-ce qu'on a perçu le fait que basculer au LMD pourrait être avantageux pour nous et que le ministre devra être contraint de pouvoir, pour ceux qui organisent licence master, avoir nécessairement un doctorat parce qu'on ne peut pas diviser le cursus. Est-ce que quand il le dit, il est conscient de cela? Parce que c'est très avantageux pour nous. Ce n'est pas un parcours divisible. Voilà. Donc, on ne pourra pas avoir des universités qui font une licence master et s'arrêter là. On dit donc le doctorat, vous allez le faire dans telle autre université. Voilà. Est-ce qu'il en a pris conscience ou alors nous, on devra sauter sur ça? Ça sera automatique. Normalement. Mais il faut que ça clarifie. Il faut que ça soit clarifié. Est-ce que lui, il l'a noté comme ça? Parce qu'on ne substitue pas seulement le graduat par la licence et la licence par le master. Le LMD suppose que le parcours n'est pas divisible. Simplement, ceux qui accèdent au doctorat, c'est ceux qui auront réussi quand même leur master 2 avec une certaine cote. Mais normalement, quand on nous dit vous organisez la licence, peut-être ça va se poser dans 5 ans le problème, mais on devrait nous accorder sans aucune ambiguïté l'organisation du doctorat pour toutes les facultés organisées au sein de l'institution. Voilà. Oui. Vas-y. Oui, merci, monseigneur le recteur. Le professeur Kodjo a absolument raison. Le LMD, c'est un continuum. Licence, doctorat. Mais il faut aussi se dire que nous avons le temps pour créer ces écoles doctorales. Comme on nous a dit que nous allons y aller progressivement. Et donc, à la fin, nous serons bien obligés d'avoir chacun une école doctorale, mais ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas à la rentrée académique, c'est dans quelques années, le temps que nous progressions, licence, master, mais on a le temps. Mais ceci dit, vous avez raison, finalement, nous devons avoir des écoles doctorales. Voilà ce que je voulais dire. Il a répondu. Non, je crois qu'il a répondu. C'est un continuum, donc c'est progressif. Voilà. Et ça va s'imposer dans tous les cas. OK. Voilà. Autre chose? Autre chose, Yana? Monseigneur le recteur. Oui. Oui, monseigneur, à l'UPC, nous avons dit que nous devons être dans l'avant-garde dès la rentrée.
Et les facultés ont reçu des devoirs. Même si le professeur Nkwim va faire venir un expert, il faut que l'expert trouve un terrain préparé où nous allons tout simplement affiner ce qui a été décidé dans nous. Je dis ceci pour dire que le devoir donné aux différentes facultés demeure pour nous préparer au LMD à la rentrée, même en théologie, monsieur le doyen de théologie. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. D'accord. Bon. Moi, je suis content que le secrétaire académique, tout en étant à des milliers de kilomètres, il est en train de simplement décider de se mettre en ligne pour suivre la rencontre que nous avons organisée avec lui pour ce jeudi, en début d'après-midi. Donc, je suis content qu'il est en train de suivre ça. Et faites tout pour ne pas trop traîner là-bas pour rentrer ici. Parce que c'est votre secteur. Vous devez rentrer pour continuer à y travailler de telle manière qu'en décembre, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix. En décembre, nous devons commencer par la première licence. Okay. Pas la première licence. Oui, la première licence. Le graduat. Pas la première licence, c'est dans la logique des J'espère que tu m'as suivi l'académie. Oui, monseigneur le recteur, avec l'équipe, nous avons mis en place un système. La technologie, d'ailleurs, c'est là où l'UPC est avant-gardiste. Nous pouvons intervenir à distance à tout moment et j'ai des réunions avec les équipes à tout moment. Donc, monseigneur, je respecte ce que vous dites et on le fait déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Je ne voudrais pas qu'on sorte d'ici, on dit, bon, moi je voulais dire ça, je n'ai pas eu l'occasion, le recteur ne m'a pas donné la parole. Ce n'est pas moi. Hein. Moi, je vous donne la parole. S'il y a encore quelque chose à ajouter, on conseille que vous avez là, l'informaticien, oui. Juste, nous commençons avec la première licence. Nous aurons aussi la licence. Comment on va licence. On va commencer par la licence. Deuxième licence, troisième licence. Je vais répondre à cette question rapidement avec l'autorisation du Monseigneur. Quand il y a un ancien système qui est en marche, et disons, les parents ne parlent d'un ancien système. Quand il y a un système qui est en marche, il y a une nouveauté, la nouveauté reste nouveauté. On a clairement dit, le G1 n'existera plus, mais c'est les G2 sont G2 avec l'ancien système, avec l'ancien programme. G3 reste G3 jusqu'à la fin. Donc, il n'y a rien qui change. Le nouveau programme ne commence qu'avec le nouveau de première licence. Il y a première licence LMD et première licence ancien système. C'est ça. Et l'arrêté de LMD ne va pas vite abroger l'ancien système. Donc, le ministre, dans 3 ans, sera obligé de signer le diplôme et le nouveau système et le dernier ancien. Mais sauf que, il y a, tel que je connais les Congolais, il y a certains étudiants de G2 qui risquent de prendre l'inscription en première licence. Parce qu'ils vont se rendre compte dans les calculs. Ça, c'est congolais. Et en G2, je vais finir dans 4 ans. Mais si je prends le LM1 et LM2, je finis en 3 ans. Il y a des cas comme ça qui vont volontairement. Non, il est en G2, il passe en G3, mais il dit je préfère commencer en première licence. Là, c'est leur choix. Mais j'ai dit, ailleurs, il y a des étudiants qui feront ça, dans les calculs par rapport aux années. Bien, merci beaucoup.
Merci. Ah, encore autre chose? Oui, maman, professeur Willy. Micro, là, voilà, pas comme la mienne. Merci, Monseigneur, pour la parole. Je pense qu'au début, quand vous avez pris la parole, vous avez soulevé un point très important, parce qu'on doit commencer les LMD, c'est déjà en décembre. Pour ceux de médecine, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'on fait par rapport aux étudiants de médecine. On sait que déjà, c'est très rigoureux, les recrutements en G0. Qu'est-ce que l'on fait? Mais apparemment, je n'ai pas entendu, parce que c'est déjà décembre. Qu'est-ce que l'on fait de ces étudiants pour la médecine? Est-ce qu'on reste avec le 250 seulement? Ou bien on va peut-être répartir les classes pour avoir plus de 250, etc. Vous avez soulevé ça, mais apparemment, on n'a pas fait. La réponse est là. Hein? Secrétaire général. La réponse. Ça, c'est la question. Excusez. Le recteur a posé cette question. Ce n'est pas pour qu'on réponde. C'est la question du recteur lui-même avec le comité de gestion. Je propose que ce soit votre problème au niveau du comité de gestion. Ce n'est pas ici qu'on peut répondre à cette question. C'est la question du comité de gestion qui va mûrir ça. Ce n'est pas le lieu de répondre rapidement sur une telle question. C'est l'académique qui mérite d'intervenir. Non, c'est juste pour dire que la faculté n'applique que la politique de l'université. Donc, la faculté n'a pas une décision à prendre là-dessus. Nous allons suivre les instructions qui viendront du comité de gestion et du conseil d'administration, en tenant compte maintenant de la réalité et de la configuration actuelle. Voilà. Exactement, c'est comme ça. Oui, merci oui, beaucoup. Monseigneur. OK. Oui. Monseigneur le recteur, bien sûr que c'est la question du comité de gestion du conseil d'administration. Mais n'oubliez pas que l'année préparatoire n'est pas concernée par le LMD. Le LMD, c'est en G1, enfin en première année de médecine. Mais la question des années préparatoires, c'est une question qui est félicitée, c'est une situation qui est félicitée du fait du niveau du primaire et du secondaire. Nous préparons correctement nos étudiants à affronter ce qui va être la première licence, donc la première année de médecine. Donc, et d'ailleurs, nous avons des cours propres à nous, institutions chrétiennes, que nous mettons en année préparatoire, ce qui n'est pas mauvais, ce qui va soulager d'ailleurs ces étudiants une fois qu'ils seront en première licence. Donc, ce n'est pas, on ne va pas supprimer, enfin, le comité de gestion va décider, mais beaucoup de gens nous envient. Et d'ailleurs, la question que je voulais poser à mon jeune collègue, prof Bodi, que nous avons cédé pour conseiller nos amis catholiques, est-ce qu'ils vont quand même commencer leur faculté de médecine ou bien ils vont l'abandonner? Il ne faut pas me répondre en public. Hein. Merci, monseigneur. C'est compris, c'est compris. Je suis en téléconférence, je suis à Bon, c'est tout? Oui. Il est 16h moins 7. C'est comment? Bon, le secrétariat général administratif me signale qu'il y a quelque chose qui est prévu pour tous les collègues qui sont ici, pour un petit rafraîchissement à la salle de réunion tout près du bureau directeur. Ça va? Non, non.
Mais j'aime mes signaux que j'ai. Si les dirigeants de mon église étaient ici, on allait me sanctionner parce que nous avons commencé la réunion ici à l'IPC sans prière. Mais nous ne pouvons pas la terminer. Je voudrais demander aux doyens de théologie et nous dans la prière. Est-ce qu'on peut faire l'exercice en se tient debout? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'acclamons, nous te louons. Nous avons effectivement réellement senti ta présence au milieu de nous dans cette séance de restitution des travaux qui se sont déroulés au niveau de la ville de Bombaché. Il y a beaucoup, Seigneur, qui pourra nous aider à envisager le changement au niveau de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et universitaire dans le contexte de la loi. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous recommandons tout ce que nous avons appris, échangé et partagé dans tes mains à travers notre université protestante, que tu nous remplisses d'énergie et de force, Seigneur, pour envisager cette transformation et ce changement qui seront bénéfiques, Seigneur, pour l'édification de notre enseignement en pays. Bénis tout un chacun de nous. Bénis le reste des activités pour la journée d'aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.